Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 19h du 29 janvier. Voici les titres. Le président de la République a chargé le Premier ministre de le représenter au 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le sommet prévu jeudi à Brazzaville a pour objectif d'étudier l'évolution de la situation en Libye avant un autre sommet prévu en février à Addis Abeba. Révision de la Constitution, les travaux du comité d'experts chargés de formuler des propositions ont atteint un stade avancé selon Mohamed Lagab, chargé de mission à la présidence de la République. Nous l'écouterons dans ce journal. Suite de notre série consacrée à la loi de finances 2020, nous parlerons ce soir de la taxe judiciaire, la taxe sur les titres de transport et la baisse de la taxe sur la délivrance du passeport pour mineurs. Les détails dans cette édition. Et enfin, portrait d'un ophtalmologue dévoué. Ce médecin offre ses précieux services à titre gracieux dans les écoles. Un exemple de travail de proximité dans notre édition. Bienvenue, je vous le disais en titre, le président de la République a chargé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad de le représenter au 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le sommet est prévu jeudi à Brazzaville, en République du Congo, précise un communiqué de la présidence de la République. Et justement, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est arrivé dans l'après-midi à Brazzaville pour prendre part au 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Abdelaziz Jarrad, qui représente le président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux de ce sommet, est accompagné par le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourkadoum. Il s'agit donc du 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, auquel prendra part le Premier ministre, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les partis en conflit dans le pays. Objectif, étudier l'évolution de la situation en Libye avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu en février prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Amal Siridir. Les acteurs du conflit et les représentants d'organisations continentales et internationales attendus à Brazzaville pour le 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye auront pour principale mission de chercher des solutions en vue de la résolution de la crise libyenne, conformément aux dernières recommandations de la conférence de Berlin. Cette rencontre, qui intervient quelques jours avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, qui se tiendra à Addis Abeba, permettra de réaffirmer la position de toute l'Afrique, celle qui consiste à privilégier le dialogue interlibyen dans la recherche d'une solution au conflit. L'Algérie, qui a de tout temps contribué au règlement politique de la crise libyenne, privilégiant le dialogue et la reprise des négociations, sera représentée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune de le représenter à ce sommet aux côtés de Sabri Bourkadoum, ministre des Affaires étrangères. Il est à rappeler également qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye s'est tenue jeudi dernier à Alger dans le but de renforcer la coordination et la concertation entre les pays voisins de la Libye et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans le processus de règlement politique de la crise. Dans l'actualité aujourd'hui également, la révision de la Constitution. Les travaux du comité d'experts chargés de formuler des propositions ont atteint un stade avancé, a indiqué aujourd'hui Mohamed Lagab, chargé de mission à la présidence de la République. S'exprimant en marge d'une visite guidée au siège de la présidence au profit de la presse nationale, Lagab a précisé que le président insiste sur le respect de l'agenda arrêté. Nakhla Albi. L'idée est d'instaurer une tradition en matière de communication entre la présidence de la République et les différents médias en vue d'informer d'une manière régulière l'opinion publique. Et c'est justement pour s'informer de l'état d'avancement des travaux du comité chargé de la révision de la Constitution, qui en est à la phase de l'enrichissement des propositions, que la presse nationale a été conviée aujourd'hui.
Le président de la République veille au grain. Il insiste sur le respect des délais impartis pour finaliser ce travail et préparer une mouture de la nouvelle constitution. Le comité d'experts a été installé le 8 janvier dernier et bien que la date butoir soit encore loin, les travaux du comité d'experts chargés de formuler des propositions sur la révision de la constitution ont atteint un stade avancé. Le comité a été réparti en 7 groupes de travail conformément aux 7 axes contenus dans la lettre de mission adressée par le chef de l'État. Chaque groupe de travail a une mission d'élaborer les propositions afférentes aux 7 axes en question. Cette semaine, justement, les 7 groupes ont achevé l'élaboration des propositions de révision du texte fondamental. Dès la fin de cette période de réflexion et de proposition, limitée à 2 mois, le comité d'experts élaborera une première mouture qui sera soumise dans un délai d'1 mois au président de la République, puis à la société civile, aux partis politiques et aux médias pour enrichissement. Cette première ébauche sera par ailleurs de nouveau soumise au comité des experts, lequel portera les amendements et les modifications proposées. Le chargé de mission à la présidence de la République a précisé que le chef de l'État a ordonné de soumettre la mouture de révision de la Constitution au Parlement pour la débattre en séance plénière qui seront retransmises en direct à la télévision nationale. Le but étant de permettre aux citoyens de s'informer du contenu des propositions formulées avant de s'exprimer à l'occasion d'un référendum. Et le coronavirus, ce virus se développe dans le monde et je rappelle que le président de la République a instruit hier les institutions gouvernementales de prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement immédiat des membres de la communauté nationale établie dans la ville chinoise de Wuhan où est apparu le nouveau coronavirus. Il s'agit de 36 en majorité des étudiants établis dans la métropole de Wuhan, épicentre de la pneumonie. Ils seront rapatriés en mettant en place toutes les mesures préventives indispensables en pareille situation. Je vous propose plutôt d'écouter certains de nos ressortissants dans cette ville chinoise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ambassade a créé une cellule spécialement pour nous, donc pour les gens qui sont déjà qui sont ici. Et à Iskso quotidien. Personnellement, j'ai été contacté hier, aujourd'hui, donc quotidiennement pour avoir nos nouvelles. Et voilà, qui travaillent, donc ils essaient d'avoir les autorisations pour nous faire sortir d'ici. Donc pour l'instant, aucun étranger n'a pu quitter le Wuhan. Parce que là, il faut savoir qu'il y a des femmes seules, il y a des femmes avec leurs enfants sans leur mari, il y a des femmes. Nous avons beaucoup paniqué à cause de la situation qui prévaut ici à Wuhan, à cause du coronavirus qui s'est répandu subitement. Maintenant, nous sommes très soulagés après la décision prise par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'évacuer les ressortissants algériens ici de l'université de Wuhan. Nous le remercions beaucoup car nous avons peur que la situation ne s'aggrave, surtout après les informations fausses qui nous viennent d'ici, de Chine ou d'ailleurs, soit à travers les chaînes de télévision ou des réseaux sociaux. خاصة على إثر الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تأتينا سواء من داخل الصين أو من الجزائر عبر القنوات الفضائية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Les sources radioactives, objet d'une journée d'information aujourd'hui à Alger. La sûreté et la sécurité de ces sources en question, ainsi que les équipements pour les dirigeants des entreprises économiques du secteur. Présent à la rencontre, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, a annoncé une série d'événements similaires afin de sensibiliser sur l'utilisation correcte de ces équipements. Je vous propose de l'écouter. Ils vont présenter aujourd'hui plusieurs aspects d'utilisation de ces équipements et surtout dans le domaine de sécurisation en matière d'utilisation, de transport et de stockage et pour protéger les personnes, protéger les travailleurs qui utilisent, les manipulateurs qui utilisent ces équipements, protéger l'environnement et protéger d'une manière générale toute la population tout autour. Donc ces événements seront suivis par plusieurs événements aussi à l'intérieur du pays, au Grand Sud, à l'Est et à l'Ouest, pour généraliser cette sensibilisation, l'utilisation en toute sécurité de ces équipements
qui sont, il ne faut pas oublier, qu'ils sont aussi très sensibles et dangereux si on ne les utilise pas dans les normes et dans la sécurité et le respect des procédures et de la loi en vigueur. Énergie toujours et direction Hassim Messoud où est produite plus de 95% des hydrocarbures liquides du pays. Le centre de distribution de Haoud El Hamra est le point de départ de quantités importantes de pétrole. C'est aussi dans ce centre que la qualité est contrôlée. Badia Amarni nous en explique le fonctionnement. Plus de 95% de production des hydrocarbures liquides en Algérie passe par cet endroit, Haoud El Hamra à Hassim Saoud. Cette infrastructure stratégique reçoit et stocke des hydrocarbures liquides pour les acheminer par la suite vers les ports algériens au nord à travers un réseau de transport qui atteint une longueur de 33 000 km. Le centre de distribution de Haoud El Hamra reçoit les quantités de pétrole provenant des champs pétroliers de Hassi Berkin, Hassim Saoud, Ain Amnas, El Gassi, Bersba entre autres. Il procède aussi au contrôle de la qualité du produit avant de le répartir sur les réservoirs de Haoud El Hamra. Ces quantités de pétrole seront par la suite transférées depuis les stations de pompage en direction de Skikda, Béjaïa et Arzou. Ce transfert s'effectue à travers deux gazoducs, l'un vers le port d'Arzeu d'une capacité de 45 millions de tonnes et l'autre reliant Haoud El Hamra à Béjaïa d'une capacité de 14 millions de tonnes. Ceci, en plus de deux gazoducs reliant Haoud El Hamra à Skikda, transportant le pétrole brut d'une capacité de 30 millions de tonnes et le condensat avec une capacité de 11,4 millions de tonnes qui peut être augmenté jusqu'à 18 millions de tonnes. Le bassin Haoud El Hamra joue un rôle important dans le transport des hydrocarbures. Il est doté également d'un centre de distribution des hydrocarbures liquides et d'un laboratoire de comptage des quantités et de contrôle de la qualité pour être en phase avec les normes internationales. Après la réception des hydrocarbures liquides dans ce centre, il est procédé à leur distribution à travers les stations dotées de réservoirs de stockage au niveau de Haoud El Hamra, qui sont au nombre de 31, d'une capacité allant de 35 à 50 000 tonnes. Ce laboratoire est composé de 3 salles principales. La première sert à traiter les huiles pétrolières, la deuxième à l'analyse des huiles de graissage et la troisième salle pour l'analyse des eaux d'assainissement industriel. 4 nouvelles stations de pompage modernes fonctionnent à Haoud El Hamra. Elles sont gérées par des jeunes. J'ai étudié 5 ans à l'université de Ouergla, où j'ai obtenu un master en mécanique énergétique. J'y ai travaillé depuis 2017. Option mécanique énergétique. C'est assurer l'exploitation des machines et des équipements de la station. Et même le dispatching de la ligne. Je suis diplômé de l'université Qasdi Merbeh de Ouergla. Ma spécialité, technicien d'exploitation. J'ai intégré mon poste en 2014. Cette importante infrastructure pétrolière est dotée de tous les moyens nécessaires pour la protection des travailleurs et la préservation des moyens techniques. Nouveau volet consacré à la loi de finances 2020, une série que nous avons entamée il y a quelques temps. Aujourd'hui, il sera question de la taxe judiciaire, la taxe sur les titres de transport ou encore la baisse de la taxe sur la délivrance du passeport pour mineurs. Des changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier. Les détails avec Bouchra Bouali. Parmi les nouvelles taxes qui figurent dans la loi de finances de 2020, il s'agit d'une taxe appliquée sur certains documents administratifs que l'on sollicite auprès d'un agent public dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Les documents soumis à cette taxe sont le certificat de nationalité et le casier judiciaire dressé par un greffier par l'apposition d'un timbre fiscal de 30 dinars pour chaque document. Si par contre, les documents en question sont délivrés via Internet, ils ne sont plus soumis à cette taxe, et ce, afin d'encourager le développement de l'usage des technologies numériques. Réintroduite par l'article 32 de la loi de finances de 2020, cette taxe avait été supprimée par la loi de finances de 2015. Si vous voyagez à l'étranger par voie routière ou ferroviaire, vous devrez payer une taxe forfaitaire de 1000 dinars. Cette taxe, qui était de 500 dinars, est appliquée en vertu de l'article 34 de la loi de finances de 2020
sur les titres de transport individuel ou collectif délivrés aux résidents pour un parcours international pour chaque voyageur se rendant à l'étranger par route ou par train. Cette taxe n'est cependant pas appliquée aux Algériens résidant dans les régions frontalières lorsqu'ils se rendent dans les pays limitrophes. Ils doivent néanmoins être titulaires de la carte de frontalier. Une taxe en baisse, c'est peu commun dans une loi de finances et pourtant celle de 2020 a revu à la baisse la taxe sur la délivrance du passeport établi en Algérie aux mineurs. L'établissement du dit document est désormais soumis à une taxe de timbre de 3 000 dinars au lieu de 6 000 dinars. La loi de finances ne prévoit cependant pas de changement pour les personnes majeures qui continueront de payer une taxe de 6 000 dinars. Accident de la circulation, ce fléau qui alourdit chaque année le nombre de morts et de blessés. Les causes en sont multiples, même si le facteur humain arrive toujours en tête. Les chiffres alarmants présentés ce matin par la Direction générale de la Sûreté nationale confirment l'ampleur de l'hécatombe routière. Yamina Saïdji. L'hécatombe routière continue. Les statistiques le démontrent. Les morts et les blessés dépassent tout entendement. Lors de cette rencontre, la DGSN dévoile le bilan des accidents de la route durant l'année 2018-2019. Durant l'année 2019, nous avons enregistré 15 992 accidents, soit 781 de plus que l'an dernier. Le nombre de blessés est de 19 151, soit plus de 1203 blessés. Un total de 2,45% de moins que l'année dernière. Les accidents de la route continuent de faire des ravages sur nos routes. Ces dernières semaines, les chiffres sont alarmants et les causes sont multiples. Mais le facteur humain remet en cause la frénésie des accidents, dans le but de mettre fin à ce drame quotidien qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Des mesures urgentes s'imposent. بما يخص le Centre national des permis de conduire, le système de permis à points, le système des infractions et pourquoi pas l'introduction d'autres systèmes ou d'autres applications qui pourraient être très bénéfiques au profit des utilisateurs de la route. En dépit des actions prises par la DGSN, les campagnes de sensibilisation initiées au profit des conducteurs restent l'un des moyens les plus efficaces afin de diminuer les accidents de la route. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé le 28 janvier 3 éléments de soutien au groupe terroriste à Batna, Khenchla et Relizen. Une grande quantité de kifs traités s'élevant à 283,4 kg a été saisie à N'Ama par des détachements combinés de l'ANP qui ont intercepté aussi 3 narcotrafiquants. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, 2 autres narcotrafiquants en possession de 50 kg de la même substance ont été appréhendés à Tipaza. Et dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet, Tamanrasset et Bojbeji Mourtal 117 individus et saisi 29 morceaux de dynamite, 35 détonateurs, 27 mètres de mèches et de détonation, 8 véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes, 26 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux et 48 sacs de mélange de pierres et d'or brut. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Tindouf un contrebandier et saisi 19 080 litres de carburant et 3,440 tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra 2 individus en leur possession de fusils de chasse, ajoute le communiqué. On s'intéresse ce soir à une catégorie de médicaments injustement décriés. Les génériques réticents à l'idée d'en consommer, les Algériens avancent souvent un manque d'efficacité. Cela est-il avéré? Mais aussi, qu'est-ce qu'un générique? Flabra s'est penché sur la question.
Le médicament générique est une copie d'un médicament original, mais pas nécessairement une copie identique. Il présente quelques minces différences qui sont tolérées, garantissant une activité thérapeutique identique, mais est-il aussi efficace et fiable que les médicaments d'origine? Mon cardiologue, il m'a proposé d'utiliser le générique. Donc je ne vois pas d'inconvénient puisqu'il m'a rassuré que c'est un produit comme les autres. Et si on ne trouve pas de l'original, bon, ça manque beaucoup l'original, les médicaments, on n'a pas le choix, on doit acheter les génériques. J'achète les génériques. Je fais confiance à mon cardiologue quand même. Les génériques ne sont pas des médicaments au rabais et font l'objet de plus de contrôles que les médicaments d'origine. Ils permettent d'économiser des sommes colossales. On est sur un marché réglementé. Avant qu'un médicament soit mis sur le marché, il passe évidemment par plusieurs contrôles, plusieurs tests, notamment par la validation du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Quant à l'efficacité, visiblement les gens sont satisfaits, les gens sont soignés. Ainsi, les génériques ont gagné au fil du temps la confiance du médecin, du pharmacien et celle du patient. Santé toujours et cet exemple de travail de proximité, le docteur Messaidi, ophtalmologue, propose des consultations dans les écoles. Accompagné de toute une équipe, ce médecin offre ses précieux services à titre gracieux. Alors, Oufhamouch l'a suivi lors d'une journée de dépistage dans une école de Boumerdès. Il prend de son temps pour aller à la rencontre des écoliers dans leurs établissements. Cet ophtalmologue consulte ces petits afin de détecter les troubles de la vision, notamment l'amblyopie, une pathologie récurrente chez les enfants et qui reste un problème de santé publique. En ce moment, on est à l'école de Ouled Ali, à Cap Djenet, sur les hauteurs de Cap Djenet, pour faire la santé en présence de l'équipe de santé scolaire, le médecin, le dentiste, les techniciens, plus la venue d'un invité, un ophtalmologue qui va permettre aux enfants de Ouled Ali et les environs d'avoir un avis spécialisé et une prise en charge rapide de leur pathologie ophtalmique. Nous allons essayer de dépister ce qui échappe souvent dans les dépistages de l'hygiène scolaire ou des UDS, ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est-à-dire la paresse d'un œil par rapport à l'autre. Et nous savons que le dépistage de cette affection qui touche 3 à 5% de nos enfants, soit à peu près 1,2 million de nos enfants, est un problème que je considère comme un problème de santé publique et donc à dépister précocement et à traiter précocement parce qu'il y a un âge fatidique au-dessus duquel le traitement s'avère inefficace. Une maladie sournoise qui touche 15% des enfants scolarisés présentant ces troubles de la vision. Un chiffre alarmant qui rend l'exploration en milieu scolaire urgente. Il s'agit bien de ce qu'on appelle une amblyopie par différence de vision entre les deux yeux. C'est-à-dire que l'œil droit ne voit pas bien et l'œil gauche voit très bien. Donc cet enfant, elle ne sait pas, quand elle voit avec les deux yeux, elle a l'impression de bien voir. Mais en réalité, si on cache un œil puis un autre, on se rend compte que l'œil droit ne voit pas bien. Et ça, c'est un problème que les parents ne peuvent pas détecter. Traiter ces pathologies visuelles reste un objectif pour ce docteur afin d'éviter aux enfants à l'âge adulte des problèmes de santé en leur garantissant une meilleure insertion professionnelle. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le président de la République a chargé le Premier ministre de le représenter au 8e sommet de comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le sommet prévu jeudi à Brazzaville a pour objectif étudier l'évolution de la situation en Libye avant un autre sommet prévu en février à Addis Abeba. Révision de la Constitution, les travaux du comité d'experts chargés de formuler des propositions ont atteint un stade avancé selon Mohamed Lageb, chargé de mission à la présidence de la République. Nous l'avons écouté tout à l'heure. Suite de notre série consacrée à la loi de finances 2020, nous vous avons parlé ce soir de la taxe judiciaire, la taxe sur les titres de transport et la baisse de la taxe sur la délivrance du passeport pour mineurs.
Et enfin, portrait d'un ophtalmologue dévoué. Ce médecin offre ses précieux services à titre gracieux dans les écoles. C'était un exemple de travail de proximité dans notre journal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.